Axel Peronzic, représentant du personnel dans la société Luxfergas Cylinders, et j'étais mécanicien là-bas. Alors nous on est spécialisé dans la fabrication de bouteilles d'oxygène haute pression, bouteilles de gaz plus généralement. On fait la moitié de notre activité, c'est les bouteilles pour le médical. Donc celle qui a besoin actuellement en ambulatoire, dès qu'on déplace un patient, qu'on le renvoie chez lui, dans les hôpitaux militaires ou quand on veut le déplacer d'un service médical à un autre. Donc les bouteilles d'assistance respiratoire. Les bouteilles pour les ambulances, pour les gens en choc respiratoire, les traitements d'oxygénothérapie, les petites bouteilles que les gens portent sur eux, qui ont besoin d'un traitement permanent. Et une grosse partie de notre activité, c'est aussi ce qu'on appelle les ARI des pompiers, les appareils respiratoires isolants, c'est les bouteilles qu'ils ont dans le dos, reliées au masque pour pas qu'ils respirent les fumées quand ils interviennent sur des incendies. Et après, on a une activité de bouteilles industrielles qui représente 10% de notre chiffre d'affaires en tout type de gaz, quoi. On nous a annoncé le 26 novembre 2018 la fermeture totale et définitive de l'entreprise qui entraînait du coup la suppression de 136 emplois plus 27 intérimaires. On a tendance à les oublier. La raison avancée, ça a été ils ont pioché les dernières qui étaient mises dans les ordonnances Macron, la compétitivité. Donc la compétitivité, mais là où c'est fort, c'est qu'on nous a invoqué la compétitivité aussi sur les extincteurs. Alors qu'on fait plus d'extincteurs dans l'entreprise depuis 2011. Donc on est licencié pour une production qu'on fait pas. Ça c'est fort. On nous a invoqué tout un tas d'autres raisons, toutes plus bidons les unes que les autres, puisque en réalité on n'avait pas vraiment de concurrence, puisque Luxfer a le monopole et sur le marché. Et surtout, l'année du licenciement, on avait augmenté nos bénéfices de 55% l'année du plan de licenciement. Donc il n'y a vraiment aucun fondement à la fermeture de notre entreprise, si ce n'est que nos actionnaires s'en foutent encore plein les fouilles. En réalité, la vraie raison du licenciement, c'est justement lié à leur position de monopole. On était la seule usine du monde à faire des produits, ce qu'on appelle de haut de gamme, c'est-à-dire des produits très légers. Vu qu'on travaille pour les gens, on le porte sur eux, il faut que ce soit le plus léger possible, et nous on faisait les produits les plus légers du monde, parce qu'on travaille un alliage très spécifique qui est très dur à travailler, et on était les seuls à le faire. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement supprimé notre production, créé une pénurie sur nos productions pour forcer les clients, qui sont les grands gaziers et les clients finaux, donc les hôpitaux, les pompiers, donc le contribuable, à acheter des produits de plus bas de gamme, et ils en ont profité pour augmenter les prix. Donc plus bas de gamme dit produit plus lourd, moins cher à fabriquer, et en augmentant les prix, ils ont augmenté leur marge. Donc voilà la stratégie. On ferme la seule usine de l'Union Européenne, celle qui a le centre de recherche et développement, qui est une des plus rentables du groupe, et celle qui a les produits les plus innovants, pour forcer tout le monde à prendre des produits de moins bonne facture. Nous d'abord on n'a pas voulu rentrer dans les négociations, centaines de salariés pour monter ce qu'on a appelé une contre-proposition, c'est-à-dire montrer à notre direction que l'investissement qu'ils comptaient mettre dans la fermeture, s'ils en prenaient la moitié et qu'ils l'investissaient dans les machines, ça serait trois fois plus rentable qu'en fermant l'entreprise. Ce qui nous fait un peu mal au cœur aussi, c'est de montrer à nos actionnaires qu'ils peuvent gagner encore plus de fric sur notre dos, mais bon, c'est quand on est au pied du mur, on n'a pas trop le choix. Et on leur a présenté ça après plusieurs semaines de travail à une centaine de personnes, et ils se sont rendus compte que c'était viable, mais ils nous ont dit qu'ils avaient déjà fait l'annonce en bourse et que c'était trop tard, donc qu'ils allaient quand même tous nous licencier, même si ils auraient pu utiliser l'argent autrement. Donc on s'est dit pas de problème, vous voulez partir, partez, mais nous on va trouver un repreneur. Donc on a pris notre sac à dos, on a fait un peu le tour de la France, et on a fini par en trouver un. C'était le groupe Hangzhou Jingjiang. C'est un groupe chinois qui avait racheté plusieurs boîtes de la métallurgie en France. Malheureusement, il y avait des négociations plutôt avancées. Malheureusement, à une semaine du rachat, crise de l'automobile et une certaine mauvaise gestion, je pense, de tous les côtés, a entraîné l'effondrement en tout cas d'une des branches européennes du groupe Jingjiang et l'arrêt du rachat de notre entreprise. Donc on a continué à chercher un repreneur, on avait trouvé d'autres, ça n'a pas abouti parce que notre direction ne cherchait pas forcément à revitaliser l'entreprise. Donc on a décidé nous-mêmes, on s'est dit on a monté des projets, on avait trouvé des clients, pourquoi à la limite
on fait pas comme eux, on prend les subventions de l'État, et sauf que nous, on va créer une entreprise pérenne dans le temps, on va le reprendre en coopérative. Donc, avec plus d'une cinquantaine de salariés, on a décidé de miser une partie de ce qu'on avait négocié pendant le plan de licenciement et de racheter nous-mêmes l'entreprise pour la relancer. Puisqu'après tout, il n'y a pas de raison. Nous aussi, on peut très bien prendre des subventions à relancer l'activité, vu que c'était nous qui avions déjà fait tout le travail avant. Et là, encore une fois, ça a été refusé par notre direction, malgré qu'on avait convaincu des industriels et des collectivités qui avaient déjà engagé, qui nous avaient déjà fait des promesses de subventions à la hauteur de la moitié de notre projet. Et le reste, on n'avait plus qu'à le demander auprès des banques. Donc encore une fois, ça a été refusé. Donc ça, c'était le 20 décembre 2019. Encore un projet qui tombe à l'eau. Et après ça, on a décidé de prendre rendez-vous au ministère de l'économie et des finances. C'est une réunion qui s'est pas très bien passée, puisqu'ils nous ont dit encore qu'ils feraient rien pour nous, quoi. Et quand on est redescendu, notre direction avait fait rentrer des bulldozers et des grandes pinces mécaniques, et avait causé pour 1 million d'euros de dégâts dans l'entreprise pour ne pas avoir à revitaliser. Donc ils nous ont dit, en gros, puisque vous voulez pas lâcher l'affaire en sauvant cette entreprise, eh ben on va tout casser, comme ça on pourra plus la sauver. Et on n'aura plus à respecter nos obligations légales. Donc une destruction qui était pas déclarée du tout, dans des conditions plus qu'inacceptables. Et donc ils ont essayé de revenir le 20 janvier, cette fois pour casser toutes nos machines, puisque les 1 million d'euros c'était du matériel affilié aux machines, mais pas les machines directement. Et là on est arrivé avec tous nos collègues, dont la plupart étaient licenciés depuis 9 mois, et on a décidé de prendre d'assaut le site et d'empêcher tout le monde de rentrer. Notre direction, les sociétés de sécurité, les huissiers, les bulldozers, et on a commencé à monter des barricades, ils ont essayé de rentrer de tous les côtés. Et on a réussi à bloquer l'intégralité du site, et on est parti dans une occupation pour forcer tout le monde à faire respecter les obligations légales de Luxfer, qui était de revitaliser l'entreprise, de sauver une activité sur l'entreprise et de sauver le site. Donc on est parti dans une occupation qui a duré 53 jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ouais, on a dû mettre fin à l'occupation, comme tu l'as dit, exactement sur des raisons sanitaires. Si on était confinés, on dormait là-bas à plusieurs entassés. Donc on a préféré, pour la sécurité de tous, libérer le site et le remettre aux mains de la préfecture, pour que ce soit cette fois-ci à l'État d'assumer ses responsabilités et de protéger ce site industriel stratégique. En fait, c'était pendant l'occupation, on regardait la télé, quoi, avec les collègues, et on a vu passer les difficultés à l'époque. C'était en Chine et puis en Italie, et l'Italie qui faisait part de ses difficultés d'approvisionnement en produits médicaux, donc les masques, les respirateurs. Ils avaient parlé des bouteilles d'oxygène, et là on a reconnu nos bouteilles. Et donc on a commencé à gratter un peu sur internet. Le coronavirus, le Covid-19, ça attaque majoritairement les poumons, donc ça cause des problèmes respiratoires, et c'est bête, mais c'est la majorité de notre activité. Et on a vu qu'en Chine aussi, ils avaient des difficultés d'approvisionnement sur ces produits. Donc on a décidé de prévenir le ministère de l'économie et des finances, en leur rappelant que Luxfer, comme j'ai dit tout à l'heure, avait volontairement créé des pénuries sur nos produits pour forcer les clients à prendre des produits de bas de gamme, et donc avait créé des gros retards d'approvisionnement. Donc ça faisait déjà 1 an qu'on dénonçait cette situation. Et on leur a demandé, voilà, il y a quand même depuis 1 an des problèmes d'approvisionnement sur les bouteilles d'oxygène à cause de la stratégie de Luxfer. Quel est l'état des stocks, et est-ce qu'il va permettre de faire face à l'évolution de la pandémie, sachant que c'était déjà nous qui fournissions l'Italie, quoi. Donc est-ce que vous êtes conscient, est-ce que vous pouvez vérifier l'état des stocks, et si ces stocks sont pas encore vérifiés, ou si réellement il risque d'y avoir un manque, rappelez-vous que la seule usine de l'Union Européenne, c'est la nôtre, et elle est à l'arrêt. Donc on a dû s'organiser différemment. Donc maintenant le message il a pas changé, hein, il a pris plus d'ampleur avec le Covid-19, mais ça fait 16 mois qu'on le porte à la connaissance de tout le monde. Et sauf que là, cette fois-ci, il y a des vies qui sont en jeu. Autant jusque-là, on connaissait pas forcément l'état des stocks, et personne n'est capable de nous le dire. Par contre, il commence apparemment à y avoir des problèmes, puisqu'on commence à renvoyer des patients en ambulatoire chez eux. Les EHPAD sont pas forcément équipés. Plusieurs pays européens, dont la France, montent des hôpitaux militaires, des hôpitaux de campagne, etc. Et toutes ces personnes-là vont être sans bouteille d'oxygène.
Donc là, les problèmes commencent à se faire ressentir. Et tout ce qu'on dénonce depuis un an, le problème c'est que ça pourrait coûter des vies. Et que là, ça prend une autre ampleur, quoi. Donc on s'organise différemment et on essaie de médiatiser non seulement les risques, montrer aussi que nous, on est prêt à y retourner bosser. Ça fait 16 mois qu'on est prêt à réouvrir cette usine qui nous tient tous à cœur et de participer à l'effort national en essayant d'apporter notre pierre à l'édifice et relancer notre entreprise et pouvoir fournir les hôpitaux, que ce soit européens, mais à l'international aussi, puisqu'on vendait à l'international. Voilà, je trouve ça complètement absurde. On décide d'aller produire en masse des voitures et des avions, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui redémarrent, c'est celle-ci. Qui va acheter aujourd'hui des voitures en cette période? Donc on va entasser du stock, on va faire travailler les gens, les mettre en danger pour rien. Parce qu'au final, on va entasser du stock qui va coûter de l'argent, qui rapportera rien parce que personne n'en achète. Donc c'est juste aller mettre en danger les gens. Alors qu'il y a des vraies activités stratégiques où là, ça pose des problèmes. Hein. On peut parler, il y a nous, les bouteilles d'oxygène, mais on peut parler d'Honeywell en Bretagne, qui a fermé en 2018 et qui pouvait produire 200 millions de masques à l'année. Aujourd'hui, si on regarde bien, il y a d'autres usines où c'est problématique. Donc aujourd'hui, on voit bien l'argent qui est débloqué pour l'économie du pays et l'argent qui est débloqué pour la santé des gens. Il y a quand même deux poids deux mesures. C'est pas tout à fait les mêmes problèmes. Il faut bien comprendre que des gros consommateurs de masques FFP2 dans les usines, on n'est pas mal non plus. Donc redémarrer des usines, on fait quoi? Soit les gars vont travailler sans masque et s'exposer parce que c'est au médical, soit on va bouffer les masques dont aurait besoin le médical. C'est pareil pour les gants, c'est pareil. C'est des produits que nous on utilise aussi dans les usines. Donc c'est bouffer du consommable qui pourrait servir à sauver des vies pour produire des produits qui sont futiles en cette période.